Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver dans votre émission Ça fait débat, votre nouveau rendez-vous, tous les vendredis, désormais à 23 h. Alors, l'émission Ça fait débat, comme son nom l'indique, une émission de débat, d'actualité et parfois aussi de polémique. Et ça va commenter dans Ça fait débat. Eh bien, au menu, au sommaire de cette émission, la démission du pape Benoît XVI. Faut-il un pape africain? Un pape noir? À quand des prêtres mariés? Ça a déjà existé et la situation actuelle peut changer. C'est des propos de l'archevêque de Lyon qui relance le débat sur le mariage. La guerre au Mali, est-ce le début d'une guérilla comparable à l'Afghanistan? Déploiement des casques bleus au Mali, bonne ou mauvaise idée? On en parle dans Ça fait débat. Et enfin, est-ce qu'on se dirige vers une mise sous tutelle du Mali? Crise politique en Tunisie, eh bien, quel avenir politique avec quel leader politique? On en parle dans Ça fait débat. Et enfin, dans l'émission Élection présidentielle au Kenya, premier grand débat télévisé. On parlera plus particulièrement, est-ce un débat démocratique? Peut-on parler d'un débat démocratique? Et est-ce que les journalistes peuvent agir en toute liberté d'expression? Eh bien, messieurs, Ça fait débat, c'est maintenant et en toute liberté d'expression. À savoir et à noter surtout qu'en deuxième partie de cette émission, nous allons recevoir le père Arnaud Goma, le premier prêtre africain, le premier prêtre noir. Il sera avec nous pour parler de la démission du pape Benoît XVI. Un pape noir, la question sera posée dans Ça fait débat. Et son ouvrage, Arnaud, premier curé noir de Paris, aux éditions Nouvelle Cité. Ça fait débat, c'est maintenant et en toute liberté d'expression. Allez, j'accueille tout de suite autour de ce joli plateau, eh bien, messieurs les débatteurs, que des garçons. Pas de filles aujourd'hui, ce soir. Bienvenue, messieurs. Je présente donc... Eh bien, Essémé. Issimi Mebege. Bien sûr, bienvenue. Merci à toi. Journaliste indépendant. Plus maintenant, je travaille pour une nouvelle chaîne qui va émettre le 12 mars, qui s'appelle YouBiz News TV. Ça sera une chaîne d'information et de divertissement. Elle sera sur le bouquet de Canal+ Horizon. Nouvelle. Voilà. Mais je crois que ça fait un moment que vous portez ce projet, il me semble. Oui, ça fait un moment qu'on travaille dessus. Voilà, ça sera diffusé dans 30 pays africains. Voilà. Merci. Alors, à ses côtés, Jean-Claude Chikaya, vous êtes ancien maire adjoint de Bagneux. C'est ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec Face plaisir. à vous, attention, il ne plaisante pas. Il est connu à la rédaction comme le loup. Attention, il s'agit de Louis Quemayou, journaliste à la rédaction de Télésud. Merci d'être avec nous, comme chaque vendredi, à 23 h. Eh bien, messieurs, avant de lancer ce débat concernant l'annonce de la démission du pape Benoît XVI, avant de lancer le débat ici dans Ça fait débat, je vous propose tout de suite de regarder ce sujet proposé par la rédaction de Télésud. Les catholiques du monde entier commencent ce mercredi à observer 40 jours de piété et de pénitence. En Afrique, le début du carême est supplanté dans les rues par un sujet peu ordinaire, l'élection au Saint-Siège de Rome. Depuis l'annonce de la démission du pape Benoît XVI, de nombreux Africains rêvent de voir un prélat du continent au trône de l'apôtre Saint-Pierre. Je pense qu'il faudrait qu'on accepte le principe d'alternance. Depuis très longtemps, je crois que depuis le XVe siècle, il n'y a eu que les Occidentaux qui se succèdent à la tête du Vatican. Je crois qu'il serait intéressant qu'on pense à un Africain aussi, parce que franchement, le catholicisme n'appartient pas qu'aux Occidentaux. Le catholicisme est devenu une religion mondiale. En appelant à désoccidentaliser le titre papal, les Guinéens nourrissent le secret et l'espoir de voir l'ancien archevêque de Conakry élu prochain souverain pontife. La plus grande porte à l'ethnie noire pour être pape dans le monde entier, qui sera dans l'histoire, comme l'exemple du président Obama, qui existe aujourd'hui ces 2 mandats. Et comme le Béninois et le Ghanéen nigérien plus, je souhaite une grande chance à monsieur Robert Sarah, qui a servi dans ce pays. Pendant une vingtaine d'années, Robert Sarah a dirigé l'église guinéenne. À l'archevêché de Conakry, son successeur n'affiche aucune préférence dans la course à la succession du pape. C'est Dieu qui choisit qui il veut, comme il veut, quand il veut. Quand l'heure de Dieu arrivera, un Africain pourra être pape. Peut-être que c'est cette fois-ci, mais nous ne savons pas. Mais notre intention d'abord, c'est que le Dieu nous indique quelqu'un qui peut guider notre Église sur le bon chemin. Bien que minoritaire en Guinée, l'Église joue d'une forte réputation dans le pays. Les efforts du cardinal Robert Sarah comptent beaucoup dans cette influence.
Alors c'est un sujet proposé par l'agence Afrique TV. Messieurs, l'effet Obama, depuis l'annonce de la démission du pape Benoît XVI, l'effet Obama. D'ailleurs, la question a été posée et il y a un des citoyens qui dit clairement, effectivement, il y a eu 2 mandats d'Obama, on peut tout à fait imaginer un pape noir. Je vous pose la question, est-ce que l'effet Obama peut avoir cet effet-là sur le pape, sur la nomination du pape? L'effet Obama peut accélérer, mais il faut savoir que, entre guillemets, cette question s'était déjà posée quand Jean-Paul II a été nommé pape. Et cette question se pose de toute façon à l'Église. Il y a bien eu une évangélisation du monde par la colonisation et autres phénomènes politiques. Maintenant, il va falloir qu'à partir du moment où on déclare une universalité religieuse, politique et autres, et notamment religieuse, qu'il y ait une universalité de fait. Et là, il suffit qu'avec l'aide de Dieu, comme a dit le reportage, mais surtout ceux qui vont voter, en tout cas les votants. Ah mais ma question est quand même claire, c'est est-ce que l'effet Obama compte? Est-ce que ça peut jouer sur la nomination d'un futur pape africain, d'un futur pape noir? Eh ouais, messieurs, mais attendez. Et d'ailleurs, regardez les Africains eux-mêmes. Les Africains eux-mêmes, ils le disent clairement. Mais oui, il y a eu Obama. Et pourquoi pas un pape noir? C'est un souhait, mais je crois que oui, c'est un souhait. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'Église est séculaire. C'est pas l'effet de mode qui joue sur l'Église. Sinon, il y a des débats qui aujourd'hui n'auraient plus cours dans l'Église catholique. La question du célibat des prêtres, la question de l'usage du préservatif autorisé ou pas. C'est des questions sur lesquelles il y a eu des évolutions. La société évolue beaucoup. Mais il ne faut pas oublier que l'Église catholique est une institution. Ce n'est pas qu'un contrat entre des gens. C'est vraiment quelque chose de très important. Et il faut savoir résister aux phénomènes de mode et garder un certain fil rouge par rapport aux traditions qui ont conduit aujourd'hui la philosophie de l'Église. Donc, pour moi, c'est souhaitable. Mais je ne pense pas que l'effet Obama puisse produire une quelconque influence sur le vote des évêques, des cardinaux. Et puis, le symbole, c'est bien beau, ça compte. C'est merveilleux, ça fait plaisir aux gens. Mais si c'est pour avoir un pape austère et conservateur comme l'était Benoît XVI, je ne vois pas l'intérêt. Parce que c'est ça, en fait, qui est important. Il y a peu de chances que ça arrive pour qu'il soit conservateur. Là où ça pourrait être conservateur, parce que l'Église aujourd'hui, elle est en perte de vitesse, pas qu'en Europe, en Afrique aussi un peu, mais là où elle reste très vivace, c'est quand même en Amérique latine. Et c'est là aussi qu'on a les plus grands conservateurs. Donc, s'il y a risque de conservatisme, c'est peut-être de ce côté-là qu'il faudrait aller chercher. Oui, mais il faut savoir aussi que les deux, il y a 2 favoris, il y a un Ghanéen et un Nigérian. Donc, ces personnes-là, ces deux favoris-là, ont été dans le moule de Benoît XVI. C'est lui qui les a nommés, donc ils ont été formés à la manière de Benoît XVI. Donc quand on sait que Benoît XVI était quelqu'un de très conservateur et de très austère, donc ça ne donne pas encore un signe de modernité. Alors la modernité peut être au niveau, du symbole, un pape noir, mais si c'est pour avoir les mêmes problèmes qu'a le Vatican aujourd'hui, il faut savoir que le Vatican, il y a quand même une crise. Il y a la corruption, voilà, donc il y a eu l'histoire avec le majordome, tout ça. Oui, voilà, il y a eu une histoire de pédophilie. Allez, ça relance, justement, peut-être allons-nous si c'est pour avoir la même chose pendant le pontificat de Benoît XVI, je vois pas très clairement qu'est-ce que ça va apporter en plus de mettre un pape noir. Jean-Claude, la question, bien sûr, qu'être noir, c'est pas un projet, que ça soit en politique, en économie ou sur les questions religieuses. Je veux dire, mais pardonnez-moi de vous interrompre, mais politique, les Africains attendent beaucoup quand même. Bien sûr, ça compte. Justement, ça compte. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Ça compte. Par contre, l'effet Obama, permettez-moi de vous dire quand même, si les gens, les citoyens reviennent à... Mais attendez, ils le prennent comme exemple. Non, mais l'effet Obama, ça marchait uniquement aux États-Unis. Vous regardez sa politique extérieure, il n'y a pas d'effet Obama. Il faut savoir qu'il a bombardé l'Afrique, il a bombardé 2 pays africains. Il n'a pas fermé Guantanamo. Donc oui, l'effet Obama, oui, mais c'est pour les Américains. Voilà. Mais pour le reste du monde, l'effet Obama, on n'a pas vu pendant son premier mandat l'effet Obama. Jean-Claude, pour l'instant, il y a 2 questions en une. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement... On parle pas du projet de ces 2 personnes qui sont quand même favoris. En tout cas, ils font partie des favoris, en tout cas des postulants possibles.
est souhaité, notamment en Afrique, mais je pense qu'une bonne partie du monde aussi aimerait que, entre guillemets, ça tourne et que l'universalité déclarée de l'Église... Attendez, moi j'ai un chiffre. Non, mais je Messieurs, j'ai un chiffre. Attendez, regardez. Depuis 496, aucun homme noir n'a accédé à la plus haute fonction du Vatican. Vous trouvez ça normal, vous? Aucun Africain, pour être tout à fait précis, parce que c'est le nord de l'Afrique jusque-là. Oui, non, c'est pas normal. Justement, il faut cette modernité. On est en 2013. Mais justement, il faut cette modernité, il faut en quelque sorte une réforme. Mais si c'est pour nous mettre un pape noir qui fait le même pontificat que Benoît XVI, je ne vois pas l'intérêt. Il est dur, il est dur. Non, mais en même temps, mais ça fait débat, c'est l'intérêt de cette émission. Il est dur. Les favoris ont été nommés, ont été formés par Benoît XVI. Donc... Non, mais qui dit noir... Vous les êtes en train... Attendez, pardonnez-moi, Jean-Claude, vous êtes en train de nous dire qu'ils sont conditionnés? Moi, j'y crois pas. Je pense que s'ils sont... Moi, j'y crois pas. Attendez, juste, est-ce qu'ils sont conditionnés, Essimi? Bah pour l'instant, c'est ce que vous nous laissez comprendre en tout cas. Oui, mais ils ont été formés par Benoît XVI, c'est Benoît XVI qui les a nommés. Donc voilà, ils sont sur la même ligne idéologique que celle de Benoît XVI. Alors je vous pose la question, messieurs, est-ce qu'on peut imaginer un pape noir, un pape africain qui révolutionne le Vatican? Non, mais de toute façon, si c'est un pape noir, c'est une révolution, c'est un événement en soi. Effectivement. Symboliquement, comme Obama, avant même qu'il arrive au pouvoir, même si le projet d'Obama était quand même attractif, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est au pouvoir. Mais moi, je pense que l'impact psychologique au niveau de l'élection d'Obama joue encore. On peut avoir des critiques pour ou contre sa politique. Il joue encore, notamment au niveau de sa symbolique, au niveau mélanique. Certes, être noir, être noir, c'est pas un projet. Il suffit pas d'être noir pour être progressiste. Qu'on soit sur le plan conservateur ou avant-gardiste. Maintenant, en regardant de près quand même le profil des deux postulants, en tout cas, je ne sais pas s'ils postulent... Ce ne sont pas des porteurs d'eau. Ils ont quand même un CV, ils ont une pratique. Je ne les vois pas, en tout cas, à mes yeux. Vous avez un nom? Vous avez un nom? C'est pas des réactionnaires. Vous avez un nom? Non, parce que qui vous vient à l'esprit? Non, le fait est que les cardinaux savent nous surprendre. Personne ne s'attendait à voir Benoît XVI devenir pape. C'était le schéma le plus probable qui se présentait au moment où Jean-Paul II décède. Donc, ils sont capables de nous surprendre. Cela dit, moi, je crois qu'il y a aujourd'hui une chose dont on ne peut pas se démettre. La première, c'est que... enfin, il y a deux même. La première, c'est que lors de leurs élections, les différents papes, enfin je parle des deux derniers, Jean-Paul II et Benoît XVI, ont fait de nombreux voyages sur le continent africain. Il y a une vraie orientation vers l'Afrique de l'Église catholique. Ne soyons donc pas surpris si à un certain moment un pape africain se retrouve au second tour ou au troisième tour. Enfin, ça dépend. Messieurs. Donc, c'est pas du tout exclu pour moi. C'est un schéma qui est tout à fait envisageable. La deuxième chose qu'il faut se dire, c'est que du fait de l'universalité de l'Église. On a 20 secondes précisément. Non, vas-y. Non, du fait de l'universalité, on pourrait être surpris de retrouver un Asiatique, par exemple, à la tête de cette Église, parce que c'est aussi souhaitable. L'Église n'est pas née en Europe, elle n'est pas née en Afrique, elle n'est pas née en Amérique latine, elle est née en Asie quand même. Et aujourd'hui, l'Église des Philippines, par exemple, est très bien partie pour fournir un pape. Avant de fermer ce chapitre sur la démission et l'annonce de la démission du pape Benoît XVI, un mot, mais vraiment, en quelques secondes, s'il vous plaît, la déclaration de l'archevêque de Lyon qui dit des prêtres mariés. Quelle est votre position là-dessus? Ça fait débat, ça fait pas débat? Est-ce que ça leur relance finalement le débat? En quelques secondes. Ça doit participer de la modernité du Vatican. Oui. Donc, vous êtes plutôt... C'est quoi votre position à vous? Enfin, moi, s'ils ont envie de se marier, ça ne me pose pas de problème. Mais bon, Jean-Claude, il faut qu'ils soient maintenant, ma réponse sera peut-être polémique, mais si on écoute la loi et s'ils vont vers le mariage pour tous, voilà ce que j'ai à dire. Voilà. Un prêtre avec une femme. Allez, Jean-Claude nous relance le débat sur le mariage pour tous. Et c'est très bien, c'est une bonne chose. Louis. Oui, sur cette question du célibat des prêtres, il faut savoir que l'Église n'a légiféré de façon ferme là-dessus qu'en 1400, hein. C'est pas très vieux comme date, c'est très très récent, c'est au Concile de Latran. Et l'idée était de dire, enfin même si c'est pas exprimé ainsi, l'idée c'était de dire les prêtres aujourd'hui, rappelez-vous, les différents prêtres, c'est pas les prêtres, les apôtres de Jésus n'avaient aucune obligation d'être célibataires. Et jusqu'à ce concile-là, on n'obligeait aucun prêtre à rester célibataire. Mais du fait qu'aujourd'hui, l'Église a un patrimoine. Imaginez un prêtre qui décède et on cède la moitié de son patrimoine à ses enfants ou à sa femme. Qu'est-ce que ça donne?
Ouais, effectivement. Une église qui est dépossédée de ce qu'elle on pourrait en parler pendant des heures et des heures, effectivement, messieurs. Allez, on passe à ce second débat, second sujet qui a secoué la semaine. Je veux parler, évidemment, de la guerre au Mali, de la situation au Mali. On va parler de guérilla comparable à l'Afghanistan. Mais avant toute chose, je vous propose d'ailleurs de regarder attentivement ce reportage proposé par la rédaction de Télésud. Gao, la plus grande ville du nord du Mali, théâtre ces derniers jours d'affrontements déclenchés par des groupes islamistes armés, a échappé ce mercredi à la déflagration d'une bombe artisanale. L'armée française a désamorcé cette bombe composée de 600 kilos d'explosifs dans le centre de la ville. Posé dans la cour d'une maison abandonnée, l'engin se trouvait non loin d'un hôtel où logent des dizaines de journalistes étrangers. Ces dernières heures, l'ONU avait dit craindre une spirale de violence dans le pays et la France, par la voix de son ambassadeur, a réitéré son souhait pour un déploiement rapide de casques bleus au Mali. Nous avons veillé à ce que la résolution 2085 prévoit la mise en place d'observateurs des droits de l'homme et du droit humanitaire. Nous appelons d'ailleurs à leur déploiement rapide. Pendant ce temps, à Bamako, le capitaine Amadou Yaya Sanogo, chef des putschistes ayant renversé en mars 2012 le président malien Amadou Toumani Touré, a été officiellement investi à la tête d'un comité de réforme de l'armée malienne. Une armée malienne à laquelle la Russie fournit désormais des armes. Messieurs, la question que je vous pose est la question que je pose dans... qui va faire Sanogo pour la réforme. Absolument. Certainement, allons-nous polémiquer dans Ça fait débat ce soir. Moi, j'y tiens absolument parce que c'est vrai qu'il y a une vraie question qu'on se pose. On en a parlé, souviens-toi, Louis, la semaine dernière avec Hervé Bourges. Je repose la même question. Pour moi, elle est essentielle. Est-ce qu'on peut parler de guérilla comparable à l'Afghanistan, messieurs? Ça n'a rien à voir. Et de plus en plus, observez, c'est un peu la situation qu'on peut observer au Mali. Ça n'a rien à voir. Et déjà, dans un premier temps, la grande majorité de la population malienne approuve l'intervention de la France, ce qui n'était pas le cas en Afghanistan. Dans un deuxième temps, ça a été très peu signalé, y compris même dans les médias. Il faut savoir qu'il y a des accords de défense bilatéraux entre la France et le Mali. Donc, le président Traoré malien, la première personne qu'il a appelée, c'est quand même François Hollande. C'est François Hollande. Il n'a pas appelé New York, ni Washington. Ni Obama, ni qui que ce soit. Donc en Afghanistan, le président n'a pas appelé les Américains pour chasser les terroristes. Donc c'est deux situations complètement différentes. Ça n'a absolument rien à voir. Donc vous soutenez, vous, j'imagine, la France qui vient prêter main forte moi, je ne me pose pas la question de savoir si la France doit intervenir ou pas. La question que je me pose, c'est comment se fait-il qu'on empêche les nations africaines d'avoir une véritable force militaire? C'est ça le débat de fond, en fait. C'est ça la véritable question qu'on devrait se poser. Mais restons sur la guérilla. Cette guérilla comparable à l'Afghanistan. Je veux absolument qu'on en parle. En revanche, moi, je vois... Parce que quand même, elle a marqué toute la semaine, je vois quand même cette actualité. Quelques similitudes. C'est vrai qu'il y a quelques différences que tu viens d'énoncer, mais il y a quand même des similitudes sur le plan climatique, déjà, sur les montagnettes, sur le côté désertique, qui est mieux connu par justement les djihadistes et autres groupes qui, justement, attendent les armées françaises et tchadiennes et consorts. Et là, je pense qu'ils vont peut-être tomber sur les mêmes difficultés en termes de connaissance du terrain. Des personnes qui sont aujourd'hui à la tête, entre guillemets, des rebelles ou des djihadistes, on peut les appeler comme on veut, mais on voit de quoi je parle, connaissent bien le terrain, certains y sont nés. Et on verra bien, et je pense que c'est pour cela que le mot guérilla émerge, avec bien sûr les différences qui ont été soulevées. Il faut signaler aussi que, quand même que, si je peux ajouter, oui, bien sûr, il faut signaler aussi quand même que l'armée malienne est aux côtés de l'armée française et elle coopère. Elle coopère très très bien, ce qui n'est pas le cas des Afghans. Il y avait quand même des taupes qui se faisaient exploser, voilà. Donc, et la population aussi. Donc ça veut dire que même les terroristes là, ils ne peuvent pas se fondre dans la population puisque la population les dénonce. Donc c'est pour ça que je dis que c'est... Alors pour éviter de relancer le truc, Louis, pourquoi on compare alors le Mali à l'Afghanistan ?
Parce que c'est facile. C'est vrai que ce qui est soulevé par Jean-Claude et à la fois Issimi, on peut se poser la question. Oui, oui, mais la vérité, et comme le relevait si bien Issimi, c'est qu'on n'est pas dans le contexte de l'Afghanistan. Ici, on est au Mali où on a à la fois le soutien de l'armée. Pourquoi on n'en parle tant? Tous ces derniers jours, on n'a fait que de cesse. Oui, l'effet médiatique, je suis d'accord, mais quand même la réalité... Comparaison n'est pas raison, oui. Tout le monde le sait. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui au Mali, on a le soutien de l'armée, mais on a surtout le soutien des populations. Ce qui est tout à fait intéressant dans ce schéma, c'est qu'il est difficile pour les djihadistes qui sont dans le nord du Mali de se fondre dans la population. Les gens se connaissent. Ils se connaissent tous. Et il faut une adhésion de la population pour que ça se passe. Il faut que les gens qui arrivent ne soient pas détectables par la population. Parce que là, il n'y a pas que l'armée qui est au front. Il n'y a pas que l'armée française ou l'armée tchadienne ou l'armée malienne elle-même. Il y a là toute une population et des armées qui se liguent contre des forces qui sont considérées comme les forces du mal. Là, pour le coup, ce n'est pas péjoratif. C'est vraiment des forces du mal. Donc, elles sont probablement en voie d'être extirpées de là. Mais l'autre problème qui se posera, c'est jusqu'où peut-on les repousser? Alors, Exactement. Alors, je pose la question, justement. Messieurs les débatteurs, déploiement des casques bleus, vous avez suivi au Mali. Bonne ou mauvaise idée? Ça sert à rien. Il y a eu la même chose en Côte d'Ivoire. Je sens que vous allez polémiquer là-dessus. Ça sert à rien, oui. Non. Il faut dire ce qu'il y a. Ouais. Il y a eu la même chose en Côte d'Ivoire, ça n'a pas empêché l'armée française d'intervenir. En Centrafrique, il y a aussi une crise. Les casques bleus n'ont rien fait. C'est pour ça que Bozizé a appelé aussi la France. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des accords de défense bilatéraux entre la France et la Centrafrique. C'est ça, en fait, le fond du... C'est ça, en fait. C'est que la France intervient parce qu'elle a des accords de défense bilatéraux. Donc, elle intervient dans toutes ces anciennes colonies francophones africaines. Donc, je comprends bien. Ça ne sert à rien. Mauvaise idée. Non. C'est que la France est dans son précaré. C'est pour ça que les autres nations européennes et les Américains n'interviennent pas. Ils les aident un petit peu logistiquement. Le précaré de la France... Parce que les États-Unis... Le précaré de la France, le précaré, ça comporte les accords de défense, ça comporte plein de choses, des relations, La seule limite à ce raisonnement, c'est que faut pas qu'on en arrive, on compare facilement avec l'Afghanistan, mais il faudrait comparer également avec la République démocratique du Congo, où on a une MONUSCO qui est intervenue et qui aujourd'hui est un échec, un fiasco total. C'est-à-dire que... C'est sur quoi je voulais faire référence. Oui, la vraie comparaison, elle est là. C'est-à-dire qu'il faudrait se dire que si on aide l'Afrique à avoir des forces militaires, parce que l'Union africaine, quand bien même elle intervient sur le terrain, et c'est connu de tout le monde, elle est financée par les forces étrangères, qu'il s'agisse des fondations ou des États qui ne sont pas sur le continent africain. Il y a aussi le colonel Kadhafi qui finançait aussi l'Union africaine. Il l'a financé. Mais ce que je veux dire, c'est que même pendant son financement, on n'atteignait pas le cap des 20% de financement en provenance du continent africain. Il faut être réaliste là-dessus. Donc, empêcher les armées africaines d'opérer, ça, c'est d'abord l'affaire des Africains. S'ils payaient déjà leur contribution, ce serait un très grand pas qui serait fourni dans l'obtention de cette indépendance que nous réclamons tant sur le plan politique, économique et militaire. Donc, la première difficulté, elle est là. La deuxième, de mon point de vue, c'est que l'ONU aussi devrait apprendre à se remettre en cause. Parce que dans le classement du risque pays pour l'ONU, plus le pays est risqué, mieux on paye les fonctionnaires des Nations Unies qui y vont. Et si vous êtes bien payé, je vous vois mal en train de partir. Au bout de 2 ans ou au bout de 5 ans, vous souhaitez que ça traîne le plus longtemps possible. Un magot, ça ne fait pas de mal. Hein. Jean-Claude? Moi, je ne sais pas s'il y a une question, s'il y a une sous-question à votre question. Moi, j'ai l'impression que c'est un premier signe d'enlisement. Parce que je pense que les casques bleus ont 5 ou 6 mois de retard. Si vous voulez vraiment protéger les populations telles que leur mandat peut aussi le définir, il fallait qu'ils viennent, en tout cas pendant l'été, quand il y avait des avancées qui étaient à ciel ouvert. Et je crois que donc, comme il y a un risque d'enlisement, comme il y a eu une force médiatisation des souffrances des populations maliennes et autres inquiétudes, donc maintenant l'ONU arrive tel un sauveur qui viendrait donc compléter les armées françaises et autres. Et je pense qu'ils ont 3 ou 4 mois de retard. Et un autre signe, je pense qu'il va y avoir un enlisement. J'espère que ce ne sera pas un enlisement tel que dans les conflits où ils sont déjà... Ce que vous soulevez, Jean-Claude, ce que vous soulevez m'amène à vous poser la question, est-ce qu'on n'est pas en train de se diriger vers une mise sous tutelle du Mali? Ah, très clairement, très clairement. Clairement, je pense, il me semble, oui, Louis. Parce que moi, je ne connais pas une seule mission des Nations Unies qui a réussi dans le monde. Je ne parle pas que de l'Afrique, hein, dans le monde, en général. Vous prenez l'Afghanistan, fiasco total. Vous prenez la Côte d'Ivoire, fiasco. Vous prenez l'exemple qui était donné tout à l'heure. Il n'y a que des fiascos. J'en connais pas qui ait réussi, la RD Congo. Donc, quand l'ONU intervient, moi, par nature, je suis pessimiste. Parce que je sais qu'on n'aura jamais une solution. Les fonctionnaires qui y sont, ils peuvent se distinguer par les actes malveillants
qu'ils poseront. On a parlé de viol de filles en République démocratique du Congo. On a parlé de trafic qui se faisait sur les... Enfin, il y a plein de choses de ce type-là qui font que, pour moi, dès que l'ONU intervient, on devrait se dire on est mal parti pour trouver une solution dans l'immédiat. Le point de vue de Louis. Oui, il y a la préparation aussi de ces troupes. C'est-à-dire que toutes les troupes qui interviennent aujourd'hui au Mali, c'est quand même assez précipité, même si on peut comprendre la nécessité de certaines interventions. Mais en tout cas, dès que ces interventions ont été décidées, devant la fragilité étatique du Mali, on pouvait quand même craindre une forme de mise sous tutelle. Et la résolution 2085, c'est juste une question d'interprétation. C'est la France qui intervient sous l'égide de l'ONU. Il y a la résolution qui leur permet d'intervenir. Comme elle stipule qu'un État membre est agressé, donc le Mali, donc la France permet sous l'égide de l'ONU d'intervenir. Donc je ne vois pas l'utilité des casques bleus, puisque la France fait le boulot. Donc voilà. Cela dit, les forces françaises ne sont pas majoritaires. Dans les forces qui interviennent dans la MISMA, les forces françaises ne sont pas majoritaires. Elles sont 400 ou 500, je ne sais plus, sur un maximum de 7000. C'est ça, 480. Oui, donc elles font à peine le 10e. Voilà, et dans le mandat aussi de cette intervention des casques bleus, c'est qu'il y a une bonne partie des troupes françaises qui vont se retirer, donc elles vont être remplacées, si tout va bien, entre guillemets. Messieurs, un autre sujet qui a secoué, qui a marqué la semaine et qui fait débat et qui continue à faire débat. Je veux parler de la situation en Tunisie. Vous avez suivi l'actualité en Tunisie? Un gouvernement qui a du mal à se mettre en place. Technocrate, pas technocrate. Avant de commenter l'actualité, je vous propose tout de suite de regarder ce sujet proposé par la rédaction de Télésud. C'est un soutien qui pourrait avoir son importance dans les nombreuses discussions en cours qui pourrait avoir pour sortir la Tunisie de la profonde crise politique dans laquelle elle est plongée depuis l'assassinat de l'opposant Chokri Belaïd. Ce mardi, le parti Etakatol, dirigé par le président de l'Assemblée constituante, Moustapha Ben Jafar, a dit soutenir l'idée d'un gouvernement de technocrates défendu par le Premier ministre Djebali. Le parti Etakatol exprime son soutien à l'initiative du chef du gouvernement Hamadi Djebali pour un nouveau pacte politique. Une position à l'opposé de celle adoptée par le Congrès pour la République. La veille, le parti du président Monsef Marzouki s'était dit ouvertement hostile à un gouvernement de technocrates. Une idée qui divise aussi le parti Ennahda, le parti islamiste qui se disait prêt à quitter le pouvoir si le Premier ministre tunisien maintenait sa proposition, a semble-t-il révisé sa position. Elle se dit désormais favorable à la formation d'un futur gouvernement alliant technocrates et personnalités politiques. Pas sûr que cette solution apaise la colère des manifestants tunisiens qui s'étaient une nouvelle fois retrouvés lundi devant l'Assemblée nationale constituante pour appeler à une démission immédiate du gouvernement. Un gouvernement toujours en place et dont l'avenir est en suspens. Rappelons que le parti Ennahda est divisé. Absolument. Le gouvernement de technocrates. Alors évidemment, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister, messieurs, à une Tunisie qui se déchire? Quel avenir? Moi, je pose cette première question. Et elle est hyper importante. Je sais qu'on en a, Louis, vous avez suivi cette actualité, et vous aussi également. Mais la Tunisie, Louis, elle n'est pas en train de se déchirer. Est-ce qu'on ne manque pas de leaders politiques? Ça, c'est certain, parce qu'il faut une vraie assise populaire. Les élections ont donné ce qu'elles ont donné. Mais moi, je crois que cette fausse bonne idée de mettre des technocrates à la tête du pays, on l'a déjà expérimenté dans d'autres pays. Si c'était une potion magique qui réussissait à tous les coups, ça se saurait. Quand on a fait les programmes d'ajustement structurel dans la plupart des pays africains subsahariens, c'était déjà ça. La plupart des dirigeants qui sont venus étaient des technocrates issus des organisations internationales, Fonds monétaire international, PNUD, Banque mondiale et ainsi de suite. Donc, c'était de vrais technocrates qui connaissent leur dossier. Mais c'était des hommes de dossier, des hommes de cabinet. Ils n'avaient aucune attache avec le peuple. Et le drame sera peut-être là pour la Tunisie aussi, cette coupure entre les aspirations du peuple et les convictions des technocrates qui viendront avec la certitude qu'ils ont la potion magique. Il n'y a pas de potion magique aujourd'hui. Il faut relancer l'économie. C'est ce qui permettra à la politique de se stabiliser. Il a lâché le mot. Pas de potion magique pour ce pays. Quel avenir alors politique? Est-ce qu'on peut parler d'un avenir politique concernant la Tunisie? Je sais pas parce que après 23 ans de dictature, le principe même d'une dictature, c'est de laminer l'opposition.
toutes ces personnes qui sont au pouvoir n'avaient pas le droit de s'exprimer à l'époque quand c'était Ben Ali, pendant 23 ans. Donc là, c'est l'apprentissage du pouvoir. Donc ça crée... Vous faites référence au sujet qu'on a regardé là à l'instant? Oui, mais en fait, c'est normal ce qui se passe. Après 23 ans d'une dictature, c'est pas du jour au lendemain, en claquant de doigts, que tout va s'organiser, que démocratiquement les partis vont s'entendre, que le gouvernement sera en phase avec la population qu'il a élue. Donc ça, c'est tout à fait normal. C'est le principe même d'après 23 ans d'une dictature. Donc moi, je ne suis pas surpris. Après, c'est aux Tunisiens de prendre eux-mêmes leur destin. L'avenir est pour eux. Donc moi, je ne peux pas prédire ce qui va se passer. Ce qui se passe, c'est tout à fait normal. C'est ce qui se passe dans chaque pays, après une longue dictature. La France, vous pensez qu'elle doit accompagner la Tunisie? Moi, je pense qu'il y a deux questions qui se posent de manière déterminante. C'est la question de la religion dans la vie politique tunisienne et dans toute la région. Les populations, une partie se sont senties dépossédées de leur évolution. Une partie ont quand même voté pour Ennahda. Ils ont vu quand même qu'à l'intérieur de ce parti... Ennahda, rappelons-le aujourd'hui, qui est divisé. Qui est divisé. Eux aussi, comme les autres partis d'opposition ou ceux qui étaient au pouvoir ou qui attendaient d'être au pouvoir, apprennent les us et coutumes du pouvoir politique. Sauf qu'ils voient bien qu'ils sont obligés de faire beaucoup plus de politique que, semble-t-il, des directives religieuses. Et ça a réveillé, entre guillemets, l'autre partie du peuple qui s'est dit, bon, on va quand même voter, entre guillemets, c'est presque un vote conservateur et traditionnaliste de voter pour des personnes qui viennent d'un parti religieux, mais ils voient bien qu'ils ont quand même beaucoup plus soif de démocratie. Et donc ça va peut-être remettre en selle ceux qui étaient vraiment au-devant de cette révolution tunisienne pour affermir, en tout cas dynamiser et mettre en mouvement cette dynamique post-révolution. Et de toute façon, toutes les révolutions ont connu des convulsions. Et ça va peut-être remettre la religion à sa place, même si elle aura toujours une place prépondérante. Et les leaders vont émerger, de toute façon. Les leaders vont émerger. Obligatoirement, les leaders vont émerger. Par contre, il faut qu'ils émergent plus que les technocrates qui doivent, eux, rester à leur place pour être de véritables techniciens pour que la Tunisie reste un État. Louis? Pour moi, il y a au moins 3 étapes dans cette révolution. La première a été celle de renverser le régime qui était en place. Elle a été réussie. La deuxième, c'est celle des muscles que tout le monde bande. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Personne n'a réussi à bander plus fort que les autres ses muscles. Du coup, personne n'est certain de ses forces. Pour ça, il faudrait peut-être qu'on accélère le mouvement en faisant de nouvelles élections, en lançant une vraie assemblée nationale qui va continuer à gérer le pays. Parce qu'aujourd'hui, le pays est géré par la rue. Et c'est ça le drame. Vous pensez que le pays est géré aujourd'hui par la rue? Moi, le pays... C'est-à-dire quoi? La moindre manifestation, la moindre prise de décision fait descendre les gens dans la rue. Oh, là, je pense qu'à mon avis, là, vous poussez un peu. Exactement. Je pense que la Louis... Alors justement, parlons-en. Attendez, messieurs, parlons... Exactement, le Jean-Claude. La rue tunisienne aimerait bien avoir la puissance que vous lui conférez. Moi, je crois qu'elle n'a pas du tout la puissance. Elle a une force de frappe. Moi, je pense, elle a une force de frappe. Mais elle n'a pas cette puissance. Elle n'a pas cette puissance politique. Non, politique pour agir justement au sein du gouvernement. Je crois que Louis, là, pardonnez-moi, mais justement, ça fait débat et parlons-en. Le gouvernement s'interroge quand même quand les gens descendent dans la rue. Ils tiennent compte. Voilà. Ils ne passent pas outre. Ils tiennent compte de ce qui se passe quand même. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui... Là, vous avez mis le point justement sur quelque chose qui est hyper important. Là, c'est vrai, en faisant référence y compris à la révolution populaire. Oui, le fait est qu'aujourd'hui, il y a une capacité de manifestation que l'on ne peut pas nier aux Tunisiens. Cela dit, elle n'arrive pas à se concrétiser en force politique de changement. Et là est toute l'ambiguïté, là est toute la limite de cette révolution tunisienne, c'est qu'on n'arrive pas à faire émerger un leader incontestable et incontesté. Tout le monde est contesté, du coup, c'est le cafouillage. Donc la rue, je ne dis pas qu'elle dirige, elle impose son rythme et son rythme n'est pas bon pour le rythme pour la démocratie. C'est très intéressant ce que dit Louis. Ça veut dire quelque part, et je vous pose la question, messieurs, est-ce que la Tunisie est en quête d'un leader politique? Est-ce qu'elle cherche encore ce leader politique? Mais il faudra du temps. Il faudra du temps? C'est votre point de vue? Mais tous les pays qui ont connu les révolutions donc par la rue, il y a eu plusieurs leaders qui ont émergé. Et je pense que justement en Tunisie, il y a une partie des leaders qui sont quand même dans la lumière. Il y a les leaders femmes aussi qui sont là et qui vont participer à la vie démocratique, qui ont été mis un petit peu sur le côté.
Et justement, je pense qu'on peut regarder aussi le verre à moitié plein. C'est que justement, là où je te rejoins, c'est que cette foultitude de leaders n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, moi je pense que ça donne une puissance, sauf qu'il faut quand même 5 ou 6 leaders qui puissent porter les aspirations de la rue. Et il faudrait que la religion ne soit pas l'arbre qui va cacher la forêt de cette révolution. Parce que nous, on est en train de se focaliser sur le fait religieux, mais on n'a pas fait la révolution pour obtenir la liberté d'être catholique, musulman ou athée en Tunisie. Aujourd'hui, on nous donne l'impression que c'est le combat de tout un peuple. C'est pas cela. Il avait déjà cette liberté. Donc, le fait religieux est complètement disqualifié aujourd'hui. Donc, il faudrait qu'on arrive à revenir sur les fondamentaux qui sont ceux de dire le projet pour la Tunisie de demain. C'est cela que les jeunes attendent. Qu'est-ce que mon pays pourra m'apporter ? Allez messieurs, dernier sujet dans Ça fait débat. Ce dernier sujet, je veux parler du Kenya. J'imagine que vous avez suivi ce premier débat historique. C'est un événement au Kenya. Eh bien, des millions de Kenyans ont suivi le débat à la télévision des 8 candidats à la présidentielle qui est prévu pour le 4 mars, ces élections présidentielles. On en parle tout de suite de ce... Est-ce que ça fait débat ou pas ? Premier grand débat. Est-ce un débat démocratique, messieurs ? Si je devais être mauvaise langue, je dirais une phrase que j'ai trouvée très cynique mais très réelle. C'est qu'en démocratie, on te dit cause toujours, en dictature, c'est ferme ta gueule. Quand on commence en vous disant, vous avez le droit d'entendre ce qu'ils disent et surtout de les voir se contredire, je me dis c'est bien pour la... Vous l'avez observé, vous l'avez regardé? Non, pas encore. Mais on garde le souvenir très douloureux de la dernière présidentielle. Mais c'est historique, on peut parler quand même, c'est historique au Kenya. Comme en Côte d'Ivoire. Comme en Côte d'Ivoire, oui, absolument. C'était la même chose en Côte d'Ivoire. Et ça a accouché quoi d'une guerre. Donc voilà, donc on espère j'espère qu'on ne va pas en arriver là, mais il y a une forte tension quand même entre un Premier ministre et un vice-Premier ministre, le Premier ministre qui a... Je vous trouve assez sévère alors dans ce cas-là, je vous pose la question, messieurs. Non mais je vous trouve sévère. On ne peut pas parler de débat démocratique alors. Non, le débat, il sera forcément démocratique. Mais ça, c'est la forme. C'est la forme. Ce n'est que la forme. Aujourd'hui, les Kenyans ne te disent pas qu'ils ont besoin de savoir si leurs leaders peuvent se parler sans se cogner dans la gueule. C'est pas ça qu'ils attendent. Ils attendent à ce que dans les townships, dans les bidonvilles, dans leur vie au quotidien, leur pays ne fournissent pas au monde que des athlètes qui ont des performances qui font pâlir d'envie tout le monde. C'est cela leurs ambitions. Quand vous leur dites, je vous propose un débat, oui, ils le regardent comme ils regarderaient un match de la Champions League, ça ne change pas grand-chose dans leur vie. Certes, moi j'y vois quand même, pour la première fois, les Kenyans vont quand même voir 2 projets, j'espère, contradictoires où les personnes vont pouvoir, en tout cas les leaders, se contredire. Se contredire, c'est quand même un événement. Mais ils ont vécu cela, puisque les dernières élections, elles ont été très dures, elles ont été très serrées en termes de résultats. On a été obligé de faire une cohabitation. Par exemple, sur la réforme agraire, qui, je pense, moi, va faire le résultat. Ça a quand même provoqué des millions de Kenyans. Un article que je vous invite à lire sur le quotidien en ligne Afrique.com, très bien écrit par notre consoeur Assanatou, et qui dit clairement, effectivement, qui soulève de vraies questions. La question ethnique, un dossier épineux. Quoi d'autre encore? Enfin bref, je veux parler aussi des sondages qui sont remis en cause, mais des millions de téléspectateurs ont suivi ce débat. Ouais. Alors la question, messieurs, c'est est-ce que finalement, vous êtes journalistes pour certains, est-ce que les journalistes ont agi vraiment en toute liberté d'expression? Ce serait aller un petit peu loin peut-être pour le Kenya, et encore qu'ils pourront témoigner mieux que nous. Moi, je pense que quand vous organisez un débat contradictoire, même si vous voulez le ficeler, il y a quand même des choses qui échappent au pouvoir et à la chaîne ou à la radio qui veut bien ficeler et essayer de contrecarrer certaines choses. Parce que c'est quand même formateur, moi, je pense, au niveau de la démocratie. C'est quelque chose qui se pratique, c'est pas seulement quelque chose qui s'apprend. Après, moi, je pense que ce qui fera le résultat, c'est comment, sur 42 ethnies, comment on parle d'un véritable projet, et aussi sur la question des réformes agraires. Je pense que ça va être des arguments massieux. Moi, il y a 2 choses que je remarque par rapport à ce débat annoncé démocratique. Mais 2 vraiment très simples. La première, c'est que quand vous mettez face à face ces candidats, c'est pas la première fois qu'ils parlent au peuple. Ils ont eu l'occasion de les voir à plusieurs reprises s'écharper sur des sujets de fond. Le Premier ministre face à son vice-Premier ministre. C'est ça qui est assez amusant. Vas-y, je t'ai coupé, excuse-moi. Donc, c'est déjà ça. La deuxième chose, c'est que si on veut véritablement que les choses se passent bien, il ne faut pas s'arrêter au débat. Au Ghana, on l'a vu. Au-delà du débat, tous les leaders ont fait un message qui a été martelé pendant toute la campagne, c'est le Ghana d'abord. Quel que soit le résultat des élections, ce sont les intérêts du Ghana qui devraient être défendus. Je n'ai pas entendu ça au Kenya. Donc, au-delà du débat, il faudrait qu'ils prennent... C'est à regretter, c'est à souhaiter qu'ils le fassent. C'est-à-dire que ça permettrait de dire aux gens,
Ils sont en train de se battre, mais ils se battent pour nous. Voilà, et ils imaginent qu'il y a des intérêts supérieurs aux leurs. Et ça, je ne l'ai pas entendu. Je n'ai pas l'impression qu'on est en train d'en prendre la route. Le projet national... cette proximité avec les Non, je dis simplement qu'il y a de bons exemples qui pourraient être suivis. On l'a fait au Ghana pendant... Il y a eu une longue campagne, à la fois d'affichage, de messages radio, de messages télé, dans la presse écrite, sur Internet, qui a fait que pour les Ghanéens, quelle que soit l'issue du résultat, il était hors des questions qu'on descende dans la rue. Et il n'y a rien eu de tel. Donc, pour moi, le Kenya, pour bien faire, devrait avoir ce débat. Mais avant le débat et même après le débat, on devrait remarteler le message selon lequel c'est d'abord les intérêts du Kenya. Mais comptons sur les Kenyans pour porter justement ces exigences. C'est-à-dire qu'ils vont tout de suite, à la fin de ce débat, et ça va entraîner d'autres débats, et c'est le projet national qui devra émerger. Moi, et puis, on verra la participation. Et puis, il faudrait qu'on disqualifie le fait ethnique pour expliquer la politique en Afrique. Sincèrement, parce que ça commence à devenir plus qu'emmerdant d'avoir tout le temps à expliquer. Lui, il est dans l'ethnie majoritaire, l'ethnie minoritaire. Vous prenez le Rwanda aujourd'hui, c'est l'une des grilles de lecture. Et pour moi, elle est très... Je ne vais pas dire péjoratif parce que c'est disqualifiant. C'est comme si on ne pouvait pas expliquer le succès d'un homme politique par ses idées, par sa force de pénétration dans la population. Donc pour moi, c'est un élément qu'il faudrait de plus en plus disqualifier dans l'appréciation, la lecture, la grille de lecture de la politique en Afrique. Qui est favori? Certes, mais il faut rassembler un pays. Difficile à dire. Difficile à dire? Difficile à dire. Il paraît que selon les sondages, il est vu comme le 3e favori. Mais le sondage, vous savez, il y a 14 sondages successifs qui ont donné Laurent Gbagbo gagnant dès le premier tour en Côte d'Ivoire. On sait comment ça s'est terminé. Je vois où vous voulez en venir. Jean-Claude, oui. Non, je voulais revenir sur la question ethnique. Ce n'est pas une question qui voudrait faire du relativisme culturel par rapport à l'Afrique et donner une grille de lecture datée et pseudo-coloniale. C'est pour chaque pays, et pas seulement pour le Kenya. Tout à l'heure, on parlait de la Tunisie. Il y a quand même des choses qui arrivent, des éléments, et notamment celui-ci. Et celui-ci fait partie, justement, de ce projet national qui sera bien parlé, justement, notamment sur la réforme agraire, la partie qui se trouve au nord du Kenya. Voilà. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, messieurs. Justement, c'est le principe de Ça fait débat, puisque Peter Kenneth, qui est quand même un candidat parmi d'autres, il a adopté, et ça marche, Louis, il a adopté exactement le même slogan que le président américain Barack Obama, mais en swahili, vous connaissez, et ensuite, très jeune et dynamique que ce personnage, il a réussi quelque part à conquérir un peu la population. Ça vous frappe ? C'est étonnant, c'est surprenant? Non, ça ne me surprend pas, c'est normal. Les recettes qui ont marché, il faut toujours les essayer. C'est pas du plagiat, c'est de l'intelligence. Oui, c'est de l'intelligence politique. Mais à côté de ça, quand il dit qu'il séduit, il séduit qui? Parce que le problème dans nos pays africains, subsahariens surtout, c'est celui de la communication. Je ne parle pas que du téléphone, je ne parle pas que des routes. Je parle également de la presse qui n'arrive pas partout. Je parle également des gens qui n'arrivent pas à lire les journaux parce qu'ils sont analphabètes. La langue française ou anglaise qui est pratiquée n'est pas pratiquée par 90% de la population quand même. Donc quand on dit qu'on séduit, je relativise parce qu'on séduit l'urbain, on séduit peut-être le périurbain, mais il y a une grosse partie de la population qui fait au moins 70% quand même de l'électorat qui reste en marge de tout ce phénomène de tapage. Celles et ceux qui nous regardent, sachez-le, eh bien le premier tour de cette élection est prévu le 4 mars. Merci à vous, messieurs les débatteurs, d'avoir débattu, commenté l'actualité, vous le savez, désormais comme tous les vendredis, et vous pouvez nous suivre, et suivez-nous d'ailleurs sur Facebook, dans la page Ça fait débat, et suivez-nous également sur le Twitter, c'est CF Débat. Merci à Jean-Claude Chikaya, ancien maire adjoint de Bagneux. Merci à notre ami Essimi. Petite info peut-être sur le lancement de votre télévision. Voilà, qui s'appelle UBiz News. Le lancement est prévu pour le 12 mars sur le bouquet Canal+ Horizon. UBiz News est une chaîne d'information et de divertissement. Voilà. À suivre. De très près. Et on soutient évidemment l'initiative et on regardera ça de très près. Et on suit et je remercie également notre remarquable débatteur polémiste. Attention, Louis Comayou. À très bientôt, messieurs. Et est-ce que vous avez entendu parler du père Arnaud Goma? Il est notre invité cette semaine, absolument. Il fait le tour des médias en ce moment. On ne parle que de lui, et avec l'annonce de la démission du pape. Et je vais vous demander de recevoir maintenant notre invité. Merci, messieurs. Et nous accueillons tout de suite notre invité, Père Arnaud Goma, avec son ouvrage, Premier curé noir de Paris. Bonjour, mon père. Bonsoir. Comment allez-vous tout d'abord? Très bien. J'imagine que vous êtes sollicité, là. On vous voit partout dans les médias. Beaucoup. Presse écrite, la télé, la radio. C'est le marathon.
Mais l'activité fait que, et l'actualité aussi fait que le marathon, mais je pense que ça ne va pas durer. Allez, on va parler de la démission du pape. D'accord, avec cette annonce qui a fait le tour de l'actualité et qui a fait le tour des médias. Père Arnaud Goma, alors d'abord, avant de parler de votre ouvrage, hein, je tiens aux éditions Nouvelle Édition, d'accord. On va parler de la démission du pape. Nouvelle Cité. Nouvelle Cité, pardon. Nouvelle Cité, effectivement. Alors, quelle est, d'abord, sur l'annonce de la démission du pape, quelle a été votre réaction lorsque vous apprenez à ce moment-là que le pape Benoît XVI annonce officiellement sa démission? Écoute, ça s'est passé, j'étais dans une sacristie à 1 minute de célébration d'une messe et c'est une amie qui m'envoie un petit texto en me disant « le big boss s'en va ». Et moi j'ai tout de suite répondu en disant « encore un canular de plus ». Encore un canular de plus. Pourquoi oui. vous n'avez pas porté une attention là-dessus? J'y croyais pas. J'ai pas, désolé, j'ai pas un téléphone qui a Internet, j'ai pas pu vérifier l'information. Alors à quel moment vous prenez vraiment la source au sérieux? Mais en fait, il y a eu encore un de mes neveux qui m'a écrit en me disant « Tonton, le pape vient de démissionner ». Je lui ai répondu, texto, attendez avril pour envoyer des poissons. Et donc j'ai célébré ma messe en disant même à mes paroissiens, en disant ne faites pas bon accueil à certaines rumeurs qui circulent. Il y a des gens qui disent que le pape a démissionné, mais que ce n'est pas vrai. Et c'est à la fin de la messe, lorsque je reviens de mon bureau, que j'allume mon ordinateur, que je vois que tous les médias, tous les sites annoncent la démission du pape. Et là, vous êtes choqué, vous êtes surpris? Là, je suis choqué. Pour moi, c'était un vrai coup de tonnerre. C'était quelque chose... J'ai eu un petit temps de doute en me disant, est-ce vrai? Je vais aller voir Zénith, c'est le site officiel du Vatican. Et lorsque j'ai vu le message du pape sur Zénith, là, je n'avais plus aucun doute. Alors j'ai presque envie de vous poser la question, mon père. Qu'est-ce qu'il représente que représente pour vous, il n'est pas mort bien sûr, mais que représente pour vous le pape Benoît XVI? Dans la théologie catholique, le pape, c'est la tête de l'Église. Donc imaginez un corps dont on a décapité la tête. Donc ça représente pour nous, c'est une valeur, une référence, et aussi une assurance que tant que le siège de Rome est occupé par quelqu'un, tout le corps est conduit. Et donc là, on a eu, moi personnellement, j'ai eu un moment de perte de direction en me disant, mais où allons-nous? Mais j'ai l'impression que vous êtes affecté là. J'ai été affecté, même là en parlant, c'est vrai que c'est émotivement, mais je le suis, hein, naturellement. Je pleure facilement, je rigole aussi facilement. Alors, est-ce que selon vous, il aurait dû, d'abord, est-ce qu'il aurait dû ne pas démissionner? Selon vous? Sur le moment, je me disais, mais pourquoi il a démissionné? Et c'est en découvrant son message, en découvrant les arguments qu'il donne, que j'ai conclu en moi-même que le pape avait vraiment raison et il a fait ça en homme libre, raisonnable et que c'était la bonne décision qu'il fallait prendre. Alors dites-moi, est-ce qu'on connaît précisément les raisons de cette démission? Mais les raisons précises ont été données par Benoît XVI lui-même. Hein. Il a parlé de son âge, il a parlé de la rapidité que demande la force de réactivité, que demande aujourd'hui de conduire une grande barque, le grand bateau. Est-ce que c'est la raison officielle? Officiellement, c'est ce qu'il a donné. Donc moi, je me cantonne à ce qui est officiel. Devant les cardinaux, au consistoire, il a dit mon âge ne me permet plus, mes forces physiques commencent à s'amoindrir et il est normal que je passe la main à un autre. À quel moment on connaîtra le nom du prochain pape? Ça sera lorsque la fumée sera blanche à la fin du conclave qui annonce au monde entier que nous avons un nouveau pape. Il faut qu'il ait cette proclamation. Habemus Mon père, j'imagine, vous avez une date précise. Non, on n'a pas de date précise parce que les textes canoniques disent que le conclave doit être déclaré 15 jours après, doit commencer 15 jours après la vacance du siège et 20 jours au maximum. Donc, on ne sait pas combien de temps va prendre le conclave. Il y a des conclaves qui ont duré 3 semaines, 1 mois. Il y en a d'autres qui ont duré 2 jours. Donc, on ne sait pas combien de tours de scrutin sera important, sera nécessaire pour qu'on puisse avoir un nouveau pape. C'est pour cela que nous sommes
dans l'expectative, qui vivra verra. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de noms qui circulent? Est-ce que vous, mon père, vous avez des noms? Est-ce que vous avez un nom qui vous vient à l'esprit? Est-ce qu'on vous a soufflé un nom, le nom du prochain pape? Oui, c'est sûr qu'il y a plusieurs noms. Moi, je suis aussi un être humain, j'ai aussi mes préférés, que ce soit dans la curie romaine, quels sont vos préférés? Dans les cardinaux qui sont dans le monde, parce que donc c'est sûr que chacun d'entre nous, on y va des pronostics. Mais c'est sûr que... Quel est votre préféré? Alors moi, mes préférences, bien sûr, vont vers des cardinaux africains, vont vers des cardinaux parlant anglais, l'anglais étant une langue très internationale aujourd'hui, et vont vers des cardinaux ayant une bonne connaissance de la curie romaine, c'est-à-dire maîtrisant un peu plus la machine vaticane. Donc, je pense au cardinal Peter Turkson, le Ghanéen, ou je pense au cardinal Robert Sarah, mais après il y en a d'autres. Hein. Je pense à l'archevêque de Manille, qui est très jeune, qui a 54 ans. Il faut avoir quel âge d'ailleurs pour porter sa candidature? Il faut être cardinal, être dans le conclave et avoir moins de 80 ans. Alors, il y a une polémique qui a tourné ces derniers jours. À quand des prêtres mariés? Ça vous dit quelque chose? C'est une déclaration, ça a déjà existé. Et la situation actuelle peut changer. Des propos de l'archevêque de Lyon qui relance le débat. Ça vous fait rebondir, ça vous fait réagir, mon père? Oui, mais ça me fait réagir positivement. Et j'attends du nouveau pape une sorte de réaffirmation de certaines valeurs catholiques, de certains dogmes. Parce que, comme dit l'archevêque de Lyon, ça a déjà existé. Ça existe aujourd'hui dans l'Église catholique, dans ce qu'on appelle des églises uniates, c'est-à-dire les Coptes d'Égypte, les Maronites du Liban, des églises gréco-orthodoxes. Dans ces églises-là, les prêtres sont soit mariés, soit célibataires. Mais ils sont unis à Rome. Ils ont même des cardinaux avec eux. Donc, ça a déjà existé. Pourquoi pas que ça existe encore? Vous, mon père, quelle est votre position? J'imagine que vous en avez une. Ma position, c'est... Des prêtres mariés, oui, non? Ma position, c'est la liberté. C'est la liberté de conscience. C'est-à-dire que, sans langue de bois, celui qui décide de se marier... Mon père, votre position? Moi, personnellement, j'ai fait mon choix. Mon choix est un choix libre. C'est celui d'avoir choisi un célibat consenti et accepté. Mais je conçois aussi et j'accepte s'il y a d'autres parmi nous qui veulent plutôt prendre le chemin de mariage. La semaine dernière, j'ai 2 amis d'ordination avec qui j'ai été ordonné, qui sont prêtres donc depuis 9 ans comme moi, et qui m'ont annoncé qu'ils quittaient le sacerdoce pour se marier, je suppose. Et je leur ai dit, je comprends votre décision, mais personnellement, je suis pour continuer dans la direction et dans Mon père, l'optique. parlons de votre ouvrage, puisque vous avez écrit un ouvrage qui s'intitule « Arnaud, premier curé noir de Paris », aux éditions Nouvelle Cité. C'est pas encore premier pape, hein. C'est que premier curé noir. Donc. Absolument, mais on y arrive. Je vais vous poser la question. Comment est née cette idée d'écrire un ouvrage? C'est presque insolite qu'un curé, un père, un prêtre décide d'écrire un ouvrage, et surtout avec cet intitulé. Mais déjà, je ne suis pas à mon premier ouvrage, puisque ça, c'est mon 4e livre qui est publié. Donc, mais ceux qui me connaissent, mon enfance au Congo, j'avais déjà un peu de la verve, de la plume dans les mains. Ce n'est pas en France que j'ai découvert l'écriture. Alors, vous êtes le premier prêtre africain, le premier curé noir de Paris. Ça représente quoi pour vous? Pour moi, ça représente une responsabilité, ça représente une exigence de vérité, mais ça représente aussi comme une sorte de précurseur. C'est-à-dire, je me suis dit, si un premier, il y aura forcément un deuxième, il y aura un troisième, il y aura un quatrième. Et donc, ce livre, c'est pour essayer de transmettre aussi mon expérience. Et ce livre, c'est aussi pour partager simplement le quotidien d'un curé, qu'il soit noir, blanc. Je pouvais dire blanc, jaune, mais c'est parce que l'évêque qui est arrivé le jour de mon installation a dit officiellement « Je suis heureux d'installer pour la première fois un Africain curé à Paris ». Il y a eu un tonnerre d'applaudissements. C'était les premiers mots. Ouais. Et donc, il y a eu un tonnerre d'applaudissements. Et moi, je me suis dit, tiens, si le peuple a répondu de cette manière, c'est qu'un titre d'un ouvrage, ça peut aussi
titiller l'oreille. Alors je vous pose la question. Si c'était un moment émouvant, je peux vous poser la question. Le pape pourrait être noir, finalement. Le pape, il sortira du conclave et tous les cardinaux qui rentrent sont potentiellement éligible. Parce qu'en effet, mon père... Il peut être de l'Asie, il peut être de l'Afrique, il peut être de l'Europe, il peut être de l'Amérique, du Sud ou du Nord. Je pense qu'un conclave, c'est un conclave et c'est libre. Parce que mon père, en effet, il y a quelque chose de très précis. Depuis 496, aucun homme noir n'a accédé à la plus haute fonction du Vatican. Donc, en gros, je vous pose la question. Est-ce qu'en 2013, il peut y avoir un pape noir? Un pape africain? Vous savez, déjà à l'élection du pape Jean-Paul II, il y avait un cardinal français, le cardinal Poupart, pour ne pas le citer, qui s'était tourné vers le collège des cardinaux africains de l'époque qui étaient au conclave. Et il leur avait dit, peut-être que c'est à vous aujourd'hui de nous donner un pape. Et les cardinaux africains eux-mêmes auraient répondu que le moment n'était pas encore arrivé. Mais depuis, en effet, depuis 496, c'est surprenant quand même. Mais il y a des Africains qui ont occupé des postes très très importants au Vatican. Monseigneur, le cardinal Grantin a été à un moment le doyen du Sacré Collège. Donc si le pape mourait, c'était à lui d'organiser le conclave. Et si je vous dis l'exemple d'Obama, est-ce que c'est un bon exemple? Arinze. Obama, c'est un bon exemple. C'est pour ça que je pense que peut-être qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'éléments positifs qui peuvent aller dans ce sens-là et que les temps sont peut-être favorables. Je le souhaite, en tout cas, de mon point de vue. Alors, on a, j'espère, le président des États-Unis noir et peut-être prochainement, là, dans quelques semaines, le pape qui pourrait être africain et noir. En tout cas, je le souhaite. C'est mon désir. Je prie pour que les cardinaux africains qui iront au conclave aient l'audace et le désir. Parce que même après être élu, il faut encore que le candidat accepte l'élection. S'il refuse, rebelote, c'est reparti, on rechoisit un autre. Parce qu'il y a un collège, effectivement. Il y a un collège. Qui est constitué de 123 cardinaux. Voilà, qui vont se retrouver en conclave. Mais même lorsque les 123 cardinaux sont arrivés à la majorité de 2/3 des votants, si c'est un Africain, on a l'obligation de demander à l'heureux élu s'il accepte. Mon père, votre ouvrage, Arnaud, premier curé noir de Paris, aux éditions Nouvelle Cité. Avant de clore cette émission, attention, 5 questions en 10 secondes. Que représente pour vous l'Afrique, mon père? L'Afrique, pour moi, c'est une terre d'espérance, où tout est encore à faire. L'Afrique, quelle priorité? En un mot. La priorité, c'est la santé. France-Afrique, ça évoque quoi pour vous? Quelque chose d'inachevé. Afrique et démocratie, vous répondez quoi, mon père? Sans langue de bois. Mission impossible. Et enfin, votre dernier mot dans Mon dernier mot, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de signes dans le monde qui montrent qu'un pape africain est possible. Après Obama? Après Obama. Et c'est aussi un message fort que Benoît XVI vient de donner aux responsables, à tous ceux qui exercent des postes de responsabilité. Même un pouvoir venu de Dieu, divin, on peut le remettre. Merci mon père. Le père Arnaud Goma et son ouvrage, je le rappelle à vous tous, je vous invite donc à aller vous le procurer. Ça s'intitule Arnaud, premier curé noir de Paris, aux éditions Nouvelle Cité. Merci mon père d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, je vous retrouve d'abord, merci de votre fidélité. Je vous retrouve la semaine prochaine avec autant de plaisir. Je vous le rappelle, vous pouvez nous suivre sur Facebook, la page Facebook Ça fait débat. Mais également, vous nous suivez sur Twitter, CF Débat. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.